est-elle autre chose qu'un idéal ? Et si c'est le cas, faut-il le déplorer ? Tel le marin qui ne s'en remet qu'à un seul guide, l'étoile au-dessus de sa tête qui lui indique la direction à suivre par gros temps, l'idéal républicain nous indique le chemin à suivre et les réflexions à initier. Mais souvent, l'idéal se brise les ailes sur le sol rugueux des faits, cette réalité qui sans cesse met à mal ce en quoi nous croyons et ce à quoi nous aspirons. D'où la question, les questions. La République est-elle autre chose qu'un idéal ? Et si c'est le cas, faut-il le déplorer ? C'est à travers l'analyse de chacun des termes de la devise républicaine que nous allons tenter de répondre à ces questions cette semaine. Et pour commencer cette semaine en toute liberté, j'ai le grand plaisir d'accueillir Florent Guénard, maître de conférence à l'Université de Nantes, directeur de la rédaction de l'excellent site lavidesidées.fr qui publie La démocratie universelle aux éditions du Seuil. Bonjour Florent Guénard. Bonjour. Et bonjour au public lillois venu nombreux pour assister à cette rencontre dans le Palais des Beaux-Arts où se tiennent les rencontres annuelles du festival Cité Philo. Des rencontres exceptionnelles qui donnent la parole aux meilleurs des philosophes contemporains, conviés à réfléchir chaque année autour d'un thème. Cette année, les thèmes sont la République et l'universel. Et c'est avec joie que nous nous sommes associés à cette programmation. Maudit au quai pas frais. De ma vie, j'ai jamais eu si froid aux pieds, moi. Dis, c'est encore loin cette colline de Valby où, paraît-il, on doit retrouver le 54e d'infanterie. Si devant un régiment du Roussillon. Ah, ça doit être cette petite butte, avec un moulin dessus. Ah oui? Et les Prussiens, où ils sont? Sûrement là derrière. Tu vois où il y a cette petite canonnade? Oui. Ils cherchent à gagner la route de Châlons. Mais s'ils la prennent, la route de Châlons? Alors, ils continueront sur Paris. Ce sera la fin de notre révolution. Et notre pauvre Baumier, il sera mort pour rien. Non, pas pour rien. Car même si aujourd'hui les canons des Prussiens nous écrasent, ils n'arriveront pas à écraser ce que nous avons apporté au monde. Vois-tu, avant nous, les peuples étaient en face de la liberté, comme un amoureux devant une femme à qui il lui aurait été interdit même d'adresser la parole. Et brusquement, grâce à nous, voilà que notre homme peut enfin tenir sa bien-aimée dans ses bras. Bien sûr, elle n'est pas encore sa maîtresse. Il devra se donner du mal pour terminer sa conquête. Mais maintenant qu'ils se connaissent, même si on les sépare, un jour ou l'autre ils se retrouveront. Javel! Oh! Qu'est-ce que tu en dis, toi? Eh bien moi, je dis que les 20 000 esclaves et les 5 000 traîtres qui sont là-bas en face ne viendront jamais à bout de 20 millions d'hommes libres. Vive la liberté! Commençons en fanfare, Florent Guénard, après le Liberté, Égalité et Fraternité de Barack Obama qui a ouvert cette émission. C'est un extrait de la Marseillaise de Jean Renoir. Nous sommes le 20 septembre 92. La victoire de Valmy signe en fait la première victoire de l'armée française contre les Prussiens. C'est aussi la victoire de l'armée d'un peuple libre contre une armée professionnelle. Et cette liberté ainsi proclamée va donner lieu ensuite à l'avènement de la République. Est-ce que cette liberté revendiquée et obtenue à ce moment-là de l'histoire est identique à la liberté, celle dont on parle aujourd'hui? Est-ce que la conception de la liberté n'a pas changé depuis cet acte inaugural? La conception de la liberté, elle est sans doute en partie largement historicisée. C'est-à-dire qu'elle dépend quand même des époques au cours desquelles on la conceptualise, au cours desquelles on la forme, cette conception de la liberté. D'autant que la conception de la liberté, c'est toujours aussi une conception de la libération. C'est-à-dire que donc, en l'occurrence, il s'agit d'aller conquérir cette liberté. C'est exactement le sens de l'extrait. Hein. On est sur un champ de bataille, il faut aller conquérir sa liberté, comme on conquiert d'ailleurs, sa maîtresse, sa bien-aimée. Donc, évidemment, la liberté est un concept polysémique, c'est un concept extrêmement riche, qui est très difficile à déterminer de manière univoque. Et il est absolument certain que la liberté révolutionnaire porte en elle un espoir que nous ne mettons plus, me semble-t-il, dans la liberté aujourd'hui. Alors quel est cet espoir? C'est un espoir assez total, c'est-à-dire que c'est pas simplement la liberté comme liberté politique, me semble-t-il. C'est la liberté des droits de l'homme, donc c'est la liberté d'une dignité retrouvée, c'est la liberté d'une conquête des droits sociaux, c'est la fin des privilèges quand même aussi. Hein. Donc la fin des privilèges, c'est une certaine égalité sociale. Donc je dirais que la liberté qui anime ces soldats sur le champ de bataille, c'est une liberté beaucoup plus substantielle que la manière dont nous entendons aujourd'hui dans nos démocraties la liberté, qui est une liberté peut-être plus institutionnelle,
plus procédurale, où au fond, nous pensons à la liberté, certes aussi en termes de droits individuels, la liberté de parole, d'association, etc. Mais enfin, la liberté dans la démocratie, on la manifeste peut-être aujourd'hui essentiellement par l'élection, par le droit de vote, par cette capacité justement de décision. Et est-ce qu'on pourrait dater, de manière peut-être un peu caricaturale, l'origine même de cette volonté d'exporter la démocratie à cet acte fondateur qui est celui de la revendication de la liberté? Finalement, cet événement-là, suite à la Révolution française, a une telle importance que, est-ce que la volonté d'exporter cet avènement de la liberté dans et par la République et ensuite dans et par la démocratie vient de là? Il est incontestable que la Révolution française, et particulièrement la Déclaration des droits de l'homme, marque une césure dans l'histoire de la démocratisation. C'est une césure à la fois historique, symbolique, politique, c'est une césure à plusieurs titres. Alors pourquoi c'est une césure? Parce que il me semble que à partir de cette époque, la démocratie entre dans l'âge de l'universel. Ça ne veut pas dire qu'avant on conçoit la démocratie simplement comme un régime particulier propre à tel ou tel État. On en conçoit la généralisation. Mais cette généralisation, c'est une généralisation sous condition. C'est-à-dire que c'est une généralité qui n'accède pas à l'universel encore. Généralisation sous condition, par exemple, on peut dire, oui, il faut certaines circonstances économiques, certaines circonstances morales, par exemple, il faut un certain état des mœurs pour qu'on puisse diffuser l'idéal démocratique ou républicain, je ne fais pas de différence ici entre les termes. Disons l'idéal de liberté, voilà, de liberté politique. Avec la Déclaration des droits de l'homme, il y a quand même quelque chose qui s'introduit. Il y a quand même l'idée qu'une déclaration qui a valeur supérieure d'une certaine manière que la valeur que les lois peuvent avoir dans chaque État. On décide, voilà, ces lois que chaque État doit adopter doivent être, d'une certaine manière, soumises à cette métanormativité qu'est les droits de l'homme. Eh bien, on a l'idée que cette déclaration est universelle. C'est-à-dire que le peuple français proclame l'universel. C'est-à-dire, au sens strict, c'est valable pour tout homme, quelle que soit sa nature, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il vit, quelle que soit l'histoire que l'État a traversé. Chaque individu est un homme et en tant que tel, il est titulaire de droits. Et ces droits-là doivent produire un système institutionnel, démocratique, qui les respecte. Alors ça va inspirer, du coup, ça va inspirer des États limitrophes qui vont se servir de cette déclaration pour l'adapter d'une certaine manière à leur propre situation, en disant, ben voilà, ces droits de l'homme, c'est le cas par exemple dans la République batave, ces droits de l'homme, ils sont valables universellement, donc nous, Bataves, nous voulons une République aussi qui les respecte. Ces droits de l'homme vont aussi d'une certaine manière servir de substance idéologique à l'expansion révolutionnaire. Voilà, sur les champs de bataille, précisément, en disant, d'une certaine manière, il est notre devoir d'aller répandre cet idéal de liberté, on peut l'appeler démocratie, république, peu importe, mais appelons-la comme cela, là, l'idéal de liberté, puisque d'une certaine manière, nous avons proclamé l'universel, à nous maintenant de le faire advenir. Et pourtant, ce qu'on nomme la démocratie ne se réduit pas à l'application des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'ici, il y a une identification entre l'universalité des droits de l'homme et l'universalité de la démocratie. Oui, bien sûr. L'universalité des droits de l'homme est fondée sur les droits naturels, le droit que nous avons en tant que nous sommes hommes. Et cette universalité va effectivement servir de fondement à l'universalité de la démocratie, d'une certaine manière. La démocratie, c'est le régime des droits de l'homme, de ce point de vue-là. Alors c'est ce qui va être aussi fortement contesté. La première critique de la Déclaration des droits de l'homme, elle vient de Burke. Alors Burke, c'est un philosophe anglais qui réagit à la Déclaration des droits de l'homme en disant « Mais pourquoi vous, Français ?» En gros, en substance, sa critique consiste à dire « De quel droit, vous, Français, vous faites les avocats de l'universel ?» Vous êtes une particularité historique, vous êtes un peuple, le peuple de France. Vous avez une certaine histoire, et au nom de quoi vous faites les chantres, d'une certaine manière, de l'universel. Pourquoi est-ce que l'universel devrait advenir à l'intérieur d'une singularité? Donc là, il y a un vrai problème. Il faut une énonciation particulière de l'universel, mais cette énonciation particulière de l'universel, est-ce que le fait qu'elle soit particulière ne vient pas nuire précisément à l'universalité de ce qu'elle veut déclarer? Et Burke dit, je suis désolé, il n'y a aucune légitimité qu'un Anglais reconnaisse la parole des Français de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce que nous devrions accepter votre universel?
c'est-à-dire un universel qui est très particularisé. Et la critique justement des droits de l'homme, et que Burke fait au nom de la liberté, il ne le fait pas, c'est pas un ultra-conservateur qui voudrait défenseur de l'ancien régime, pas du tout. Il défend les droits du Parlement en Angleterre, par exemple, c'est un Whig de ce point de vue-là. Mais il met en question précisément le fait que la démocratie doive nécessairement, pour se répandre, entrer dans cet âge de l'universel, considérant après tout que nous pourrions très bien considérer que la démocratie peut se répandre à travers une généralisation progressive liée à des circonstances déterminées et pas à un universel abstrait qui devrait être censé s'incarner partout, quelles que soient les circonstances. Et qu'est-ce qu'on répond à Burke? Parce qu'effectivement, l'argument est non seulement recevable, il semble encore être pertinent aujourd'hui. Ce qu'on répond, c'est deux choses. C'est-à-dire qu'il a à la fois raison et tort. C'est-à-dire, me semble-t-il, et c'est du point de vue d'ailleurs de l'histoire, de ce qui a eu lieu au XIXe siècle. Il a raison parce que il y a une abstraction des droits de l'homme dont on sait bien qu'elle a pu nourrir une certaine dérive révolutionnaire. La terreur, c'est pas moi qui le dis, c'est Hegel, etc., etc. Donc cette critique, elle a été faite. Oui, le fait de considérer que d'une certaine manière, les circonstances, l'histoire, les mœurs, ça ne compte pas face aux droits de l'homme qui doivent s'incarner. Oui, ça peut déclencher une certaine violence, et de ce point de vue-là, qui est une violence aussi révolutionnaire, qui est la violence de la Première République. De ce point de vue-là, la critique historique a largement été faite. Là où il a tort, c'est que la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas simplement comme il le dit. Il a une métaphore comme ça, il dit, on a l'impression que les droits de l'homme, c'est un plan d'architecte. Vous voyez ? Et qu'est-ce que font les architectes ? Ils font des plans une fois que le terrain a été nettoyé de ses constructions antérieures. C'est-à-dire qu'il faut tout raser pour que le nouvel immeuble, la nouvelle maison se construise. Bon, le seul problème, c'est qu'on va pas tout raser parce que, comme il le dit, nous sommes anglais, nous avons certaines traditions, certaines mœurs, etc., etc. Alors là, il a tort parce que la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas seulement ça. C'est pas une sorte de plan comme ça qui ce serait une sorte de processus institutionnel qu'il faudrait absolument appliquer dans n'importe quelle circonstance. C'est aussi une source d'inspiration. Et je citais tout à l'heure la République bataille, je peux aussi citer la République napolitaine, parthénopéenne. Ce sont des républiques qui se sont instituées en s'inspirant des droits de l'homme et en adaptant d'une certaine manière cette universalité à la singularité qui était la leur. À Naples, la Déclaration des droits de l'homme napolitaine, elle rajoute des articles. Elle rajoute des articles qui sont liés précisément au désir du peuple napolitain concernant la forme que doit prendre sa liberté. Par exemple, elle rajoute à Naples, on rajoute des droits sociaux. Voilà, elle rajoute à la liste des droits sociaux. Donc il y a aussi un élan révolutionnaire, il y a une diffusion par elle-même de cette déclaration qui vient nourrir justement le désir de liberté et la lutte pour cette liberté. Mais c'est là où le caractère idéal, sans doute, et de la devise républicaine et de la Déclaration des droits de l'homme peut être une vertu. C'est-à-dire que cet idéal était comme indique un chemin à suivre et que l'on peut suivre en fonction de sa particularité culturelle, nationale, historique. Exactement. C'est sa richesse, mais c'est aussi sa fragilité. C'est-à-dire qu'on peut tomber du mauvais côté. On peut transformer cet idéal et c'est ce que Burke reproche, en abstraction tyrannique. Voilà, exactement, en abstraction tyrannique. Donc il faut conserver la part d'idéalité, c'est-à-dire toutes les valeurs qui doivent nourrir justement cette conquête de la liberté, sans penser. Et du coup, je trouve que la critique burkienne est une excellente mise en garde, sans penser que nous avons là nécessairement une démocratie qui devrait s'exporter telle qu'elle, sous cette forme, sous une forme parfaitement identifiée, parfaitement européenne, parfaitement française, etc., etc. Vous vous interrogez dans votre ouvrage, La démocratie universelle, publié au Seuil, sur les raisons de cette universalisation de la démocratie, et vous montrez bien c'est pas un modèle qui serait si facilement exportable. On n'exporte pas la démocratie, c'est votre formule, comme on exporte du Coca-Cola, n'est-ce pas ? C'est une formule qu'on trouve pas dans le livre. Pas dans le livre, vraiment, on la trouve ailleurs, mais elle est très parlante, cela dit, sur l'exportation de ce modèle-là. Et le travail très précis que vous proposez dans cet ouvrage permet de comprendre les modalités, les difficultés peut-être de cette exportation sous couvert d'universel. C'est parce que la démocratie serait universelle qu'on peut l'exporter. Prenons un exemple que vous citez vous-même dans votre ouvrage. Il s'agit du président américain Reagan. C'était en 1982. Il s'adresse au Parlement britannique le 8 juin 1982. Et écoutez les arguments qu'il avance en faveur de l'expansion de la démocratie dans le monde. No, democracy is not a fragile flower.
Non, la démocratie n'est pas une fleur fragile, mais elle a quand même besoin d'être cultivée. Si le reste de ce siècle doit voir l'expansion graduelle de la liberté et des idées démocratiques, nous devons agir pour soutenir la campagne pour la démocratie. Si nous devons être prudents quant à forcer le cours du changement, nous ne devons pas hésiter à déclarer nos objectifs finaux et à agir pour les atteindre. Nous devons garder la conviction que la liberté n'est pas seulement le privilège de quelques heureux élus, mais le droit inaliénable et universel de tous les êtres humains. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui garantit entre autres des élections libres. Les objectifs que je propose sont assez faciles à tenir. Installer les infrastructures de la démocratie, le système d'une presse libre, les syndicats, partis politiques, les universités, qui permettent aux gens de choisir leur propre voie, de développer leur propre culture, de réconcilier leurs différences pacifiquement. Ce n'est pas de l'impérialisme culturel, c'est fournir les moyens de l'autodétermination, de la protection de la diversité. La démocratie fleurit déjà dans des pays qui ont des histoires et des cultures différentes. Ce serait de la condescendance culturelle, ou pire, de dire qu'un peuple quelconque préfère la dictature à la démocratie. Ce serait de la condescendance culturelle de dire qu'un peuple préfère la dictature à la démocratie. C'était intéressant d'entendre cette formule parce qu'on a l'impression que Reagan lui-même n'a pas conscience de sa propre condescendance à l'égard. Alors, en l'occurrence, il s'adresse, il faut quand même contextualiser, au modèle, au communisme soviétique. Oui, bien sûr. On est dans un contexte de guerre froide. Et le Reagan ici, et d'ailleurs on appellera d'ailleurs ça Reaganisme, et avec George Bush on appellera ça aussi néo-Reaganisme, parce que c'est le même esprit. Reagan, au fond, dit la chose suivante. Il dit on ne gagnera pas la guerre froide, simplement en installant des missiles contre des missiles, en organisant d'une certaine manière une politique de la puissance. Il faut aussi organiser, dit-il, un combat idéologique, au sens fort, c'est-à-dire qu'il faut affronter l'idéologie communiste à partir d'une idéologie démocratique. Et ce discours, il est fondateur de cette politique idéologique assumée d'inspiration néoconservatrice et où il s'agit d'aller porter l'idéal démocratique auprès des peuples qui sont susceptibles précisément d'adhérer à cet idéal pour lutter justement contre l'idée communiste dont on pense encore à l'époque qu'elle a l'adhésion des masses. Donc il s'agit d'aller la promotion démocratique. Il faut aller faire de la promotion démocratique, et cette promotion démocratique est aussi, comme il le dit, une exportation des infrastructures de la démocratie. Alors les infrastructures, il en fait la liste dans l'extrait que vous avez passé. Il faut l'aller, on va donner de l'argent, nous Américains, pour que des partis politiques puissent se construire à l'intérieur des régimes autoritaires ou menacés, etc. Menacés par le communisme, évidemment. Des syndicats, mais alors il y a aussi des politiques de financement, des recherches dans un certain domaine de sciences politiques. On va inciter précisément les intellectuels de tel ou tel État à réfléchir à la démocratie, considérant que réfléchir à la démocratie, c'était nécessairement y adhérer. Il y a une espèce d'optimisme comme ça, américain, qui consiste à dire qu'il suffit qu'on sache véritablement ce qu'est la démocratie pour inévitablement en tomber éperdument amoureux. Donc se met en place véritablement une politique de promotion, voire d'exportation, donc, de la démocratie, dans le contexte, donc, d'une guerre froide. Voilà, et quel est le problème, du coup, avec cette position réganienne? Parce que finalement, tant mieux, disons, s'il se met en tête de faire la promotion de la démocratie et que ça fonctionne. Quel est le problème? C'est qu'il identifie la démocratie simplement à certaines institutions? Oui, voilà. Alors, il y a un problème d'abord de définition. Il y a un problème de définition de la démocratie. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est, au fond, la question, c'est de savoir que doit être la démocratie pour qu'on puisse l'exporter de manière universelle. Du coup, pour en faire un universalisme cette démocratie, il faut la réduire. C'est-à-dire, il faut la désubstantialiser, enlever d'une certaine manière toutes les valeurs qui construisent la démocratie, en faire simplement une forme. Et au fond, la démocratie telle que les Américains ici souhaitent en faire la promotion, c'est la démocratie libérale, des élections libres et compétitives, assorties d'un certain nombre de droits individuels, qui sont d'ailleurs en général des droits formels. Donc ce qui veut dire que par exemple, on évite soigneusement de se poser la question de savoir si la démocratie aurait des conséquences économiques et sociales.
sur le niveau de vie, sur le niveau des inégalités, sur la lutte contre la pauvreté, etc., etc. On évite d'autant plus soigneusement de le faire que, encore une fois, on est dans un contexte de guerre froide où on affronte justement l'idée communiste qui se fonde précisément sur une vision, en tout cas idéologiquement, égalitariste de la société. Donc on réduit d'une certaine manière la démocratie pour pouvoir mieux d'une certaine manière diffuser. Et finalement, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que réduite à une pure forme, bah oui, bien sûr, la démocratie peut se répandre à peu près partout. La question reste de savoir si c'est encore véritablement un sens fort de démocratie qu'on a. Parce qu'il y a quand même une équivoque présente dans le terme de démocratie que vous montrez bien dans votre ouvrage. On n'entend pas par démocratie aujourd'hui ce que les Grecs appelaient démocratie, déjà, et ensuite la démocratie n'est pas identifiable à ces institutions, c'est peut-être davantage identifiable au geste d'instauration, d'inauguration de la démocratie. C'est pas simplement cette composante institutionnelle. Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'histoire des théorisations de la démocratie, on s'aperçoit que l'idée démocratique contient bien plus que ce que nous y mettons aujourd'hui. Alors, je dis pas qu'on a tort d'y mettre ce qu'on y met. Je pense qu'effectivement, nous tenons tous à la démocratie comme système de désignation de nos gouvernants, parce que c'est un système commode, c'est un système qui a fait ses preuves, c'est un système qui implique d'une certaine manière quand même les citoyens à la décision sous certaines formes, à la décision politique. Mais premièrement, il y a un épuisement quand même de cet attachement que nous pouvons avoir à ce sens formel de la démocratie. On voit bien quand même qu'on parle de renouvellement de la démocratie, d'épuisement du régime représentatif. On voit bien que nos élections, elles nous intéressent quand même de moins en moins. Voilà, donc il y a un problème d'attachement d'une certaine manière à la démocratie. Donc premièrement, et deuxièmement, nous voyons aussi que ce sens contemporain d'une certaine manière de la démocratie va rompre avec une certaine histoire, comme je le disais, du sens de la démocratie et surtout une analyse de l'attachement que nous pouvons avoir pour ce régime démocratique. Pour le dire autrement, c'est très simple. On nous demande d'être attachés à la démocratie et en même temps, on ne cesse d'une certaine manière d'en réduire la dimension. Voyez. Donc il y a une vraie question à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, nous serions encore capables de nous battre comme les soldats à Valmy, là pour cette démocratie entendue simplement comme le droit d'aller voter de temps en temps pour des élections qui sont extrêmement encadrées, pour faire un choix à l'intérieur d'une certaine manière d'un panel déjà choisi, voyez, déjà déterminé. Est-ce que ça suffit pour être mu d'une certaine manière comme ça, voilà, pour avoir un désir fort de démocratie? Est-ce que le désir de démocratie aujourd'hui, c'est simplement le désir d'aller voter? Là, il y a un vrai problème, il y a une vraie question. Quand on s'intéresse au peuple qui se démocratisent, c'est-à-dire qui prennent des risques pour renverser un régime autoritaire, on voit qu'ils y mettent bien plus dans l'idéal démocratique que simplement le pouvoir le droit de désigner leurs gouvernants. Donc, l'extension, la promotion de la démocratie a produit une réduction de sa définition, et cette réduction de la définition, nous voyons bien qu'elle n'est plus elle est en désaccord ou en inadéquation avec ce que nous pourrions vouloir justement de la démocratie. Et vous dites dans votre ouvrage au début, nous considérons généralement qu'il suffit qu'un régime autoritaire soit renversé pour qu'une démocratie puisse prendre place. Nous jugeons que le despotisme, quelles que soient ses formes, empêche l'expression d'un désir de liberté profondément ancré en nous. Nous avons à la fois raison et tort. Dites-vous, nous avons raison de penser que notre liberté suppose des institutions démocratiques, mais nous avons tort de réduire la démocratie à un ensemble d'institutions. Nous avons raison de considérer que notre soif de liberté n'est jamais totalement recouverte, mais nous avons tort d'identifier libération et démocratisation. En fait, ce que vous dites, c'est que le processus de démocratisation n'est pas inéluctable. Il ne suffit pas de permettre aux personnes d'exprimer leur désir de démocratie pour que celle-ci advienne. Il n'est pas inéluctable, il a des conditions d'abord. Il n'est pas inéluctable au sens où nous ne pouvons pas être dans l'illusion, qui était celle d'ailleurs du 19e siècle, que la démocratisation est une sorte de processus historique, universel, qui coïncide avec la modernité et qui arrivera, de manière absolument nécessaire, parce que au fond, c'est la marche de l'histoire. Ce qu'affirme Tocqueville, par exemple. Ce qu'affirme Tocqueville, ce qu'affirment les auteurs libéraux, d'une certaine manière, pour simplifier, du 19e siècle, qui ont d'ailleurs une extraordinaire confiance dans la fin de l'histoire. L'histoire, au fond, aurait un télos, une fin à laquelle elle tendrait, et ce qu'on peut appeler civilisation, ce qu'on peut appeler modernité, etc.,
etc. Et civilisation modernité, ça englobe d'une certaine manière la démocratie conçue comme régime représentatif. Non, nous voyons bien que l'histoire de la démocratie, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas téléologique, elle est faite de combats, elle est faite de retours en arrière. Je sais pas, vous voyez ce qui se passe en Turquie aujourd'hui. Enfin voilà, donc il y a des avancées, il y a des retours parce qu'il s'agit d'un combat permanent. Il s'agit de lutter d'une certaine manière tous les jours pour conserver contre toutes les puissances qui au fond voudraient nous déposséder de la liberté, c'est-à-dire décider à notre place. Il faut tous les jours d'une certaine manière retendre son effort pour conserver cette liberté politique et construire les conditions qui permettent à cette liberté politique d'exister. On a évoqué la dimension substantielle de la démocratie, la définition substantielle de la démocratie. Il y a une articulation à penser entre la liberté et l'égalité. L'égalité est une condition. Alors, quel type d'égalité ? Selon quel degré ? Selon quelle intensité ? Mais il y a, de toute évidence, un lien fort entre l'égalité et la liberté. On ne peut pas simplement penser que la démocratie se nourrit de cette capacité de décider du choix de nos gouvernants. Le creusement des inégalités sociales et économiques a un lien que tous les auteurs, d'une certaine manière, que tous les théoriciens de la démocratie ont montré, a un lien, a un effet, une conséquence sur notre degré de liberté. Alors, écoutons à la suite un extrait de La démocratie en Amérique de Tocqueville, dans lequel il affirme non seulement le caractère inéluctable de l'avènement de la démocratie, mais aussi, et peut-être surtout, la nécessité de penser l'égalité dans la démocratie, avant même la liberté. Et vous avez écouté ces arguments. Et ensuite, une archive qui a eu lieu au tout début de ce qu'on a appelé ensuite le printemps arabe. On était le 30 décembre 2010. Et écoutez le témoignage qui est fait de cet événement qui est en train d'en devenir un, et les arguments qui sont énoncés par la personne qui a la parole et qui exprime une revendication ici, pas simplement de liberté, ni même d'égalité, mais semble-t-il de droit au travail, comme si la vraie revendication se situait en deçà de la devise républicaine. Écoutez. Partout, on a vu les divers incidents de la vie des peuples tourner au profit de la démocratie. Tous les hommes l'ont aidé de leurs efforts, ceux qui avaient en vue de concourir à ses succès et ceux qui ne songeaient point à la servir, ceux qui ont combattu pour elle et ceux mêmes qui se sont déclarés ses ennemis. Tous ont été poussés pêle-mêle dans la même voie et tous ont travaillé en commun, les uns malgré eux, les autres à leur insu, aveugles instruments dans les mains de Dieu. Le développement graduel de l'égalité des conditions est donc un fait providentiel. Il en a les principaux caractères. Il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine. Tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement. Serait-il sage de croire qu'un mouvement social qui vient de si loin pourrait être suspendu par les efforts d'une génération ? Pense-t-on qu'après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la démocratie reculera devant les bourgeois et les riches ? S'arrêtera-t-elle maintenant qu'elle est devenue si forte et ses adversaires si faibles ? Où allons-nous donc ? Nul ne saurait le dire, car déjà les termes de comparaison nous manquent. Les conditions sont plus égales de nos jours parmi les chrétiens qu'elles ne l'ont jamais été dans aucun temps ni dans aucun pays du monde. Ainsi, la grandeur de ce qui est déjà fait empêche de prévoir ce qui peut se faire encore. Ça barde en Tunisie. Le régime Ben Ali est confronté à une rébellion sociale dans la région de Sidi Bouzid. Dans ce pays où les Français vont en vacances et où le peuple souffre, les troubles se sont répandus depuis plusieurs jours après qu'un jeune vendeur ambulant de fruits et légumes s'est immolé par le feu en pleine rue. Christian Chesneau a joint à Tunis la présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme, Souher Behassen. Cette spirale de violence traduit à la fois le besoin de communication sur ce qui se passe en Tunisie, c'est-à-dire la confiscation des libertés et en premier lieu la liberté d'expression, la liberté de manifester et la liberté de s'organiser. Mais surtout, tout ce qu'on reproche aux autorités, en particulier le laisser-aller, la corruption, le népotisme évidemment de la famille régnante comme on l'appelle, et pour la première fois on a vu les manifestations s'exprimer contre la famille de Ben Ali,
qui évidemment s'enrichit de façon assez scandaleuse et assez surtout insupportable pour le petit peuple. Alors il est cocasse de remarquer qu'au moment où le journaliste présente ce bulletin d'information, il n'a sans doute pas du tout conscience de ce qui est en train de se passer, parce que sa barde en Tunisie paraît un peu léger par rapport à la situation qui va s'en suivre, mais ça on s'en rend compte forcément après coup. Alors, qu'en pensez-vous, Florent Guénard? Est-ce que l'extrait qu'on vient d'entendre donne raison à Tocqueville ou au contraire montre que le processus n'est pas forcément inéluctable? Il l'est dans la mesure où c'est ce qui est en train d'arriver en Tunisie, et en même temps, ce n'est pas les conditions, le développement graduel de l'égalité des conditions qui est inéluctable. Ici, on voit bien que les revendications dépassent celles de l'égalité. Oui, bien sûr. Là encore, Tocqueville nous apprend quelque chose. Il nous apprend à ne pas dissocier l'idéal démocratique de l'idéal égalitaire. Alors, il ne le dit pas d'ailleurs en termes prescriptifs. Il dit pas c'est comme ça qu'on doit concevoir la démocratie. Il dit c'est comme ça que la démocratie s'installe. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas simplement un régime, c'est une forme de société qui est caractérisée par l'égalité des conditions et par le désir précisément de voir cette égalité se continuer. D'ailleurs, c'est quand même ce qu'il rapporte des États-Unis, de son voyage en Amérique. Pas forcément d'ailleurs. Il ne s'en réjouit pas forcément. Non, il s'en réjouit pas forcément parce que lui, voit bien évidemment une société qui est la sienne, la société aristocratique, c'est un noble. Il voit évidemment cette société renvoyée au passé. Donc évidemment, il y a une forme de nostalgie, voire de mélancolie d'ailleurs parfois dans ses propos. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit regardez les Américains comment ils vivent. Les Américains adorent l'égalité. Alors pourquoi ils aiment l'égalité, les Américains? Ils aiment l'égalité parce que l'égalité, ça permet une sorte de jouissance quotidienne. C'est-à-dire qu'on jouit de l'égalité véritablement. L'égalité est un plaisir. Nous aimons être traités sur un pied d'égalité avec l'ensemble de nos concitoyens. Les Américains nous montrent ça. Ils nous montrent que cette égalité, elle produit une certaine sociabilité. Elle produit un certain nombre de passions, notamment des passions d'entraide, de compassion générale, par exemple. Donc ça façonne les mœurs. Voilà. Et il nous dit, l'Amérique telle que je la vois au milieu de ce 19e siècle, c'est la pointe avancée de la modernité, et d'une certaine manière, ce qu'on voit en Amérique, c'est le destin donc avancé, en gros, d'une certaine manière, le destin universel de toute l'Europe qui basculera dans cette forme sociale qu'est la démocratie. Donc là, on apprend quelque chose avec ça. Là, son tort, évidemment, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est, il résonne en homme du 19e siècle, c'est-à-dire, il résonne en termes de philosophie de l'histoire. Pour lui, il y a un mouvement comme ça, nécessaire, absolument inéluctable, rien n'empêchera. Alors, il est dans son siècle de ce point de vue-là. Il y a une sorte d'enthousiasme démocratique chez ces auteurs libéraux où tous sont persuadés que la société d'Ancien Régime est définitivement derrière eux et avec cette société d'Ancien Régime, le régime autoritaire, toutes les formes de régime autoritaire, les monarchies autoritaires. Voilà. En évidemment, ce sens, l'événement en Tunisie lui donne raison. L'événement lui donne raison, sauf que, grâce à l'histoire, si j'ose dire, du XXe siècle, nous avons appris, nous sommes sortis d'une certaine manière de cet optimisme un peu naïf qui associait la démocratie à un destin historique un peu inéluctable. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre avec l'idée que la démocratie est universelle. Mais je pense que cet universalisme aujourd'hui ne peut plus être l'universalisme du XIXe siècle, c'est-à-dire celui qui l'associait donc, comme je le disais, à un mouvement historique inéluctable. Comme le dit l'extrait que vous avez cité, comme le dit Tocqueville, c'est un fait providentiel, c'est un espèce de décret de la providence, la liberté et l'égalité sont en marche, et rien n'empêchera d'une certaine manière les desseins de Dieu. Il dit bien que c'est providentiel. Nous sommes sortis, notamment parce que la démocratie a été fortement menacée entre les deux guerres par des régimes autoritaires modernes, et non pas anciens du coup, des régimes totalitaires. Nous sommes sortis de l'idée que la démocratie allait triompher par elle-même d'une certaine manière. Ce que dit la Tunisie, c'est très intéressant. C'est pour ça que je fais une place dans mon livre, j'essaie d'en parler, parce que ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, de réinterroger au fond ce que nous attendons de la démocratie en prenant le regard de ceux qui luttent pour elle. Donc d'une certaine manière, c'est une excellente manière de remettre en question nos propres catégories, c'est-à-dire d'interroger nos propres catégories. Que disent les Tunisiens quand ils sont dans la rue, quand ils se révoltent contre le pouvoir Ben Ali? Ils disent que ce pouvoir à la fois les a privés de liberté, ça c'est certain, mais que ce pouvoir corrompu a confisqué les richesses. Et donc le désir de démocratie
ce qu'ils appellent démocratie, c'est tout un ensemble. C'est évidemment des libertés politiques, c'est évidemment des droits civils, mais c'est aussi ce qu'ils appellent une politique de la dignité, c'est-à-dire la capacité d'avoir accès à la richesse nationale, la capacité d'avoir la possibilité pour ce marchand ambulant de légumes de pouvoir librement travailler, voilà, exactement, de pouvoir librement travailler, c'est-à-dire de s'insérer à l'intérieur d'un espace social où il aurait sa pleine légitimité en tant que travailleur, reconnu, dont l'utilité serait reconnue, l'utilité sociale serait reconnue. Donc c'est un combat politique, mais c'est aussi un combat social. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu du mal, comme le journaliste, bon voilà, il est pas en tort parce qu'évidemment il commente l'actualité, mais y compris les analystes ont eu du mal à voir tout de suite une révolution démocratique derrière ce qui apparaissait comme, je cite les mots de tout à l'heure, une rébellion sociale. Bien sûr que c'est une rébellion sociale, mais qui fait partie d'une révolution démocratique, parce que cette révolution démocratique, encore une fois, c'est pas simplement ah non, mais ce que nous voulons, c'est voter. Ouais, c'est pas simplement ça. Il y a une dimension sociale de la démocratie également. Il y a une dimension sociale de la démocratie. Ce que nous voulons, c'est tout cet ensemble de valeurs auxquelles nous donnons un nom, démocratie, parce que ce nom-là, évidemment, il peut les totaliser, il peut les articuler d'une certaine manière. Et puis, ça signifie aussi que nous, Tunisiens, nous voulons entrer dans cette histoire universelle de la démocratie, de laquelle nous avons été d'une certaine manière exclus à travers notre histoire, et notamment notre histoire coloniale, et nous voulons d'une certaine manière désormais participer à cette histoire, qui n'est pas une histoire univoque, il n'y a pas de fin dans cette histoire est faite de combats, d'allers-retours, mais notre combat est d'autant plus légitime d'une certaine manière à nos propres yeux, que nous l'appelons démocratie, et que nous savons ce que c'est que ce combat pour la démocratie. Voilà pourquoi les Tunisiens se sont aussi beaucoup inspirés des modèles démocratiques qui ont pu exister. Mais pas simplement pour les appliquer. Ils ne se sont pas dit, nous voulons devenir désormais des démocrates comme le sont les Français. Non, ces modèles-là, ils sont adaptés, ce sont des sources d'inspiration. Les droits de l'homme, c'est formidable de ce point de vue-là, mais à condition, à chaque fois, de faire ce travail d'adaptation à une propre histoire. Et là, ça dessine un universalisme démocratique qui n'est pas le même. Mais justement, est-ce que c'est pas le terme d'universel ici qui est mis en question ? De quoi parle-t-on quand on parle de démocratie universelle, dès lors que la démocratie s'adapte à chaque fois selon certains contextes, à une certaine évolution historique, certaines situations de révolution ou non. Qu'est-ce que ça signifie en fait d'affirmer le caractère universel de la démocratie quand il y a une telle diversité ? D'abord, deux remarques. D'abord, comme on le disait tout à l'heure, l'universel, il est forcément énoncé par une particularité. Mais au nom de quoi ? Il est énoncé, c'est-à-dire que même donc il y a toujours une particularité qui se l'approprie. Oui, mais au nom de quoi ? Comment justifier ? Comment passe-t-on d'une particularité au caractère universel ? C'est de pas dire. L'argumenter. Si, on peut l'argumenter en disant nous entrons dans cette longue histoire universelle de la liberté. Nous, Tunisiens, entrons à notre manière, avec nos propres armes, avec notre histoire, avec nos propres combats, avec notre volonté forgée justement par les circonstances de lutter contre un État corrompu, contre une famille qui a confisqué un parti qui a confisqué les richesses, etc. Nous entrons d'une certaine manière dans ce combat universel pour la liberté, et le fait que ce combat nous apparaît comme étant universel, cet universel étant à chaque fois adapté au contexte, renforce d'une certaine manière à nos propres yeux la légitimité de notre combat. C'est pas simplement un combat singulier, c'est bien un combat que les peuples, d'une certaine manière, dans leur histoire, dans leur singularité, ont tous à mener pour lutter contre les puissances de corruption, les puissances de l'argent, les puissances, mais même les puissances économiques d'une certaine manière, qui nous privent de décisions, pour lutter contre la restauration, malheureusement, la restauration des privilèges, abolis justement lors de la Révolution française. Il y a une sorte de restauration des privilèges, une reconstitution d'une société aristocratique à travers des inégalités sociales et économiques dont tous les économistes vous disent qu'elles n'ont jamais été aussi prononcées. Se reconstitue quelque chose comme une société aristocratique. Eh bien, il faut relancer ce combat. Ce combat est universel. Parce que c'est le combat que tous les peuples ont à mener pour lutter contre leur liberté. Il est universel en ce sens-là, pas au sens où il n'y aurait qu'un seul modèle de démocratie qu'il faudrait voir
s'appliquer partout. Il est universel en ce sens-là, mais il est universel et chaque peuple a à énoncer de sa particularité, c'est universel. Enfin, à énoncer, c'est difficile de savoir d'où nous parlons quand nous disons cela. Parce qu'on ne peut jamais. Il est postulé l'universel, on n'en fait jamais l'expérience par définition. Je sais pas si on peut faire l'expérience de l'universel quand on fait l'expérience précisément au fond, est-ce que le désir de liberté des Tunisiens est si différent du désir de liberté du peuple de France? Mais pourquoi est-ce que c'est important de montrer que c'est identique? Pourquoi même déjà dire que le désir de liberté des Tunisiens est identique au désir des Français pendant la bataille de Valmy ne permet pas d'affirmer que ce désir est universel. Il y a un exemple. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est utile de dire que c'est universel? Parce qu'il devient pas exclusif. Parce que du coup, s'il est universel, il est moins exclusif. C'est-à-dire qu'on peut se dire, alors avec les dérives que ça peut avoir, on l'a montré tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut entraîner une politique de la puissance, d'exportation violente de la démocratie. Mais dire que nous énonçons l'universel, ça veut dire que nous, Tunisiens, nous énonçons l'universel comme nous, Français, nous avons pu l'énoncer. Et ça veut dire que nous vous invitons, vous, Bataves, vous, Syriens, vous, Libyens, à l'énoncer aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'énoncer, et c'est-à-dire cette énonciation étant pas simplement une énonciation de discours, on a bien compris que l'énoncé l'universel, c'était entrer dans une lutte pour la liberté, et enfin pour la démocratie et tout ce que ça peut signifier. Donc je suis persuadé que cette énonciation de l'universel renforce évidemment, donne une force à ce combat. Qu'un combat purement singulier est un combat au fond assez exclusif. Non, nous pouvons nous battre pour la liberté en se battant pour notre liberté. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le combat que nous avons à mener. Combattre pour notre liberté et pas pour la liberté de tous. Ça, c'est absolument impossible. Ou alors, on fait du Reagan et on voit à quoi on arrive. Bon. Donc ça, l'histoire ne nous le permet pas, heureusement. Enfin, j'espère, c'est impossible de le faire. En revanche, se battre pour sa liberté, il me semble que c'est une manière de se battre pour la liberté. Et comment fait-on concrètement lorsque nous, pour le coup, ici en France, constatons que la démocratie n'est pas advenue dans beaucoup de pays, dans la mesure où on estime que ce désir de démocratie est sans doute présent chez les gens, si on postule son universalité, mais qu'il ne suffit pas de se battre pour l'obtenir, pour que vraiment advienne la démocratie. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on s'assigne un rôle en tant que vous-même philosophe, observateur, penseur, vous prenez des cas particuliers dans votre livre, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que proposer ces définitions-là est utile? On ne peut pas s'en tenir au constat de l'universalité de la démocratie. C'est qu'à partir du moment où ce constat est affirmé, il y a une conséquence pratique directe. C'est pas sûr. Comment est-ce que vous conciliez ça avec le travail de philosophe? C'est pas sûr. Je pense qu'il faut se. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. La première question, de savoir si ça sert d'écrire des livres de philosophie. Ça, je ne sais pas. Mais elle se pose la question sur le sujet. Je pense que vous la posez si vous en écrivez. Oui, elle se pose. Bon, d'une manière ou d'une autre, ça sert toujours de réfléchir un peu. Donc, si jamais je peux alimenter à la réflexion, je me contenterai de cette satisfaction-là. La deuxième chose, peut-être plus profonde, c'est de savoir si, au fond, persuadé que nous sommes qu'il y a un désir universel de démocratie, il faut travailler, et comment, à ce que ce désir de démocratie advienne d'une certaine manière, c'est-à-dire se réalise, se concrétise, etc. C'est là où il faut faire très attention, puisque c'est là où on peut basculer précisément dans l'exportation d'une propre singularité, considérant par exemple que au fond, c'est un peu ça le reaganisme, c'est de dire nous occidentaux, nous l'avons inventé, cette démocratie. Alors, comme nous l'avons inventé, nous en sommes responsables. Et en plus, comme nous avons la puissance, d'une certaine manière, enfin ça c'est les Américains qui parlent, et que nous sommes persuadés, ça c'est les Reaganiens, que nous avons une mission à accomplir, alors nous allons mettre en œuvre une exportation de ces fameuses infrastructures de la démocratie. Ça a donné des choses absolument aberrantes, ils ont financé des partis politiques, etc., etc. Bon, voilà. Je pense qu'il faut faire très attention, c'est-à-dire que si nous énonçons l'universel, considérant que cet universel ne peut s'énoncer qu'au singulier, c'est-à-dire qu'à partir d'un je qui le dit et pas alors, ça permet d'avoir une position critique qui consiste à dire la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'inviter les autres à faire comme nous. Et non pas leur imposer. Et non pas, mais de toute façon on peut pas. Il y a quand même, c'est très quand même. Nous voyons bien qu'on peut pas libérer de force. C'est tout simple à dire d'une certaine manière, mais quand même mais ça reste, me semble, même si c'est simple à dire, il me semble que ça reste assez profond. On peut pas libérer de force, on peut pas envahir un pays en pensant que ce pays va applaudir d'une certaine manière ses libérateurs et adopter immédiatement. Enfin, c'est ce qui s'est passé en Irak. Non, mais les inviter à faire comme nous, ça peut être aussi reçu comme une position assez condescendante. Regardez,
Non. Alors qu'ils le, alors que Non, c'est sûr. Mais à faire comme nous, selon la manière dont ils ont envie de le faire, selon le désir qu'ils ont envie d'exprimer. Je pense très on honnêtement se place quand même comme modèle à suivre un peu quand même en disant ça. Pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on appelle modèle. Si le modèle, c'est dire, attention, commencez bien par la bataille de Valmy. Voilà, par la bataille de Valmy, exactement. N'oubliez pas la bataille de Valmy dans votre processus d'émancipation. Alors, si ce modèle, c'est celui-là, alors là, oui, d'accord, c'est ridicule et ça peut avoir des conséquences violentes. On l'a déjà dit. Mais si ça consiste à dire, non, un modèle, c'est la manière dont nous construit votre histoire et cette histoire, c'est à vous de la construire parce que personne ne peut construire votre histoire à votre place, hein, personne ne peut le faire. Alors là, oui, c'est sans doute un autre sens de modèle auquel il faudrait réfléchir. Quel sens on donne ici à l'idée de modèle? Mais à mon avis, ça reste une position, je veux dire, intellectuellement décente. Et peut-être que on peut pas faire davantage que cette position intellectuellement décente. Vous avez raison de lever les yeux au ciel, Florent Guénard, en écoutant les George W. Bush Singers War in Iraq. On n'avait pas parlé de Bush, on a parlé de Reagan, hein, ça aurait été une autre façon de le dire, mais c'était finalement, on a notre arrivé aux mêmes conclusions. Un grand merci à vous, en tout cas, d'être venu nous parler de votre livre. Merci à vous et merci à Cité Philo. La démocratie universelle, philosophie d'un modèle politique, c'est aux éditions du Seuil, et merci en effet au public qui est resté toujours aussi nombreux, je crois, c'est donc vous avez été attentifs. Vous pouvez remercier et féliciter Florent Guénard. Merci à vous. Merci.